Bien, écoutez, je pense qu'on a vraiment bien travaillé. Je vous remercie beaucoup. Je vais dire juste deux mots, mais jusqu'à voilà, deux mots jusqu'à 18h25. D'abord pour vous remercier toutes et tous d'avoir si bien joué le jeu ces harmoniques entre les disciplines, entre les temporalités, ce qui nous permet au fond de poser un diagnostic aussi sur l'état de l'historiographie, ce qui me paraît tout à fait important par rapport à un projet qu'on a identifié effectivement, Étienne et moi, comme indissociablement historique et historiographique, avec des écarts, des divergences et des différences de rythme entre, voilà, dans la mise en contemporanéité des différentes formes de constitution des savoirs microbiologiques, environnementaux, sociaux, politiques, économiques de la peste noire. Il est évident qu'on est dans une phase, et d'une certaine manière, à vous écouter, j'en prends la pleine mesure, dans une phase déflationniste. C'est-à-dire que par rapport à l'historiographie dont Christian parlait, qui cherchait des grandes causalités, des grandes angoisses et effectivement un récit aussi grandiose que la mort avait été terrible par rapport à l'archéologie des villages désertés, par rapport à la reconstitution systémique de Guibois. Je rappelle quand même qu'un des chapitres de crise du féodalisme s'appelle Hiroshima en Normandie orientale. Et c'est pas une invention quand même, puisque à ce moment-là, l'indice 100 qui était de population en 1348, et ben on est en 30 en 1460. Donc, de même que les villages désertés, des archéologues français ou anglais, ils les avaient pas inventés non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que le balancier, aujourd'hui, je le remarque, je juge pas, mais je remarque, est parti quand même très très loin de l'autre côté, et on peut s'étonner qu'à un moment où, effectivement, qui est hanté par la collapsologie et par l'effondrement, il y a d'abord, et en particulier chez les archéologues, mais aussi chez les historiens du politique, l'exigence de dire qu'au Moyen-Âge, tout va bien. Et que dès qu'on dit que parfois il a pu y avoir ici ou là quelques problèmes d'hygiène dans les rues, on se prend actuel Moyen-Âge pleine face. Bon, voilà. Or, moi, je suis désolé, mais quand je vois Ridley Scott et Le Dernier Duel, je pense effectivement que dans les années 1380, après toutes ces guerres, ces fléaux, ces famines et ces pestes, eh ben, ça pouvait être un peu crapoteux ici ou là, et c'est assez curieux quand même aujourd'hui de considérer que finalement c'est la résilience, c'est la résistance, c'est l'admirable robustesse de ces sociétés qui doit être systématiquement et quoi qu'il arrive mise en avant. Bon, ça c'est effectivement une remarque qui indique d'une certaine manière qu'au fond, quelle attente est déçue? Si effectivement il n'est pas douteux que au fond, on ne retrouvera jamais une grande causalité, mais qu'est-ce qu'on cherchait? On cherche un document qui nous dit, ben voilà, parce qu'il y a eu la peste, nous avons décidé que, mais je veux dire, ou quand une causalité aussi brutale et mécanique a pu, surtout après une épidémie, a pu être établie. Et ce d'autant plus, effectivement, que la question de la peste comme événement, comme durée, comme contexte, comme constante, d'une certaine manière, c'est le moment où ça devient une maladie dans la pathocénose, qui est simplement la maladie dominante, celle qui nous fait mourir le plus sûrement. Si c'est ça, effectivement, il n'y a pas de raison de considérer ou d'aller chercher des conséquences politiques de la peste, comme on irait chercher des conséquences politiques de la maladie cardiovasculaire. C'est simplement ce dont on meurt le plus à un moment donné. Mais on ne peut pas quand même non plus totalement abandonner l'idée que, effectivement, si la moitié de la population européenne en 5 ans a disparu, il en reste quand même quelque chose, une entaille dans les consciences, et cela, même si effectivement la littérature, par exemple, ne le documente pas directement. Je pense que
ce que nous a dit Nathalie Koble, justement par rapport aussi à nos références sur la post-catastrophe et la littérature du témoin, peut nous être quand même de quelques secours de ce point de vue-là. Et je pense, pour terminer, à effectivement cette première journée, celle du 22 juin, où on a entendu Julia Puma nous rappeler que finalement, pour Millard Mace aussi, qui cherchait la peinture après la peste noire à Sienne et à Florence, il a pu y avoir à un moment une déception à voir que la peinture ne dépeignait pas la peste, qu'elle ne la documentait pas, qu'elle ne l'illustrait pas directement. Mais il a quand même écrit un livre qui s'appelle Après la peste. Et simplement en listant, sans chercher à construire des causalités, tout ce qui était différent après. Et tout bouge d'une certaine manière. Et il le montre. Et toute la question, elle est double dans ce cas-là. Elle est de savoir effectivement si la mise en récit d'un discours, je dirais d'une histoire politique et sociale de la fin du Moyen-Âge, envisagée comme après la peste, a un sens. Si on le dit comme ça, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans la narration? Puisqu'on a bien vu que c'est de cette question du récit dont on parle, que, évidemment, dire après la peste, ça ne veut pas dire nécessairement d'après la peste, c'est-à-dire la peste a dicté toutes les évolutions dont on parle, simplement, on en parle. Et puis, la dernière chose, et c'est la question des conséquences, c'est à partir du moment où la peste s'installe, à partir du moment où elle devient endémique, c'est quand après? C'est jusqu'à quand après? Ça, c'est une question qui est une question immense. Et aujourd'hui, je voudrais juste terminer par là, on fait quand même l'expérience, sinon du monde d'après, du moins de ce que c'est que vivre sous l'emprise d'une durée. Alors, je prendrai juste un exemple pour terminer, et puis peut-être c'est de ça dont je parlerai effectivement dans mon cours. Les médiévistes ont été requis, comme souvent dans une scène médiatique qui les oblige au fond à se faire pourvoyeurs de continuité, de précédents et de comparaisons, par deux fois dans une histoire toute récente, lorsque, à la fin de l'année 2018, lors du mouvement social dit des Gilets jaunes, on leur a dit « Alors, est-ce que c'est la jacquerie ?» Et en 2020, alors, est-ce que c'est la peste noire? Et si on parlait effectivement des rapports entre la peste noire et la jacquerie, comme le fait de manière également, comme vous, exactement comme vous, c'est-à-dire en ne trouvant pas grand-chose, mais en mettant quand même en récit Gaëtan Bonneau dans la thèse qu'il est en train d'achever. Bon, si la peste noire, dans son moment paroxystique, c'est 1348, 1352, peut-être 1354, la jacquerie, c'est 1356, c'est pas après. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on considère que 6 ans, bon, disons par exemple 2015, est-ce qu'on vit les conséquences de 2015 aujourd'hui? Bon, c'est pas non plus une durée immense, 2 ans, 4 ans, 6 ans. Et au fond, c'est une question, alors je vous assure, c'est presque sidérant quand même, et on n'a pas besoin de parler de déni ou d'autres choses, mais c'est une question qui n'est jamais évoquée dans l'historiographie, et ça vaut peut-être la peine, effectivement, de simplement reséquencer des événements qui sont bien connus, comme ceux de Florence, pour voir ce que ça fait si, par exemple, les pestes et les révoltes, puisque, effectivement, la question des inégalités est quand même une question sur laquelle l'attention politique est aiguisée aujourd'hui, voir ce que ça fait que de décrire non pas des causalités, mais des successions et des durées. Donc ça, voilà, il me semble que c'est ce qui ressort aussi de l'ensemble de ces éclairages. Et je vous remercie beaucoup de les avoir livrés comme ça, c'est-à-dire dans leur incertitude, dans leur caractère risqué,
précisément parce que le discours historiographique, malgré tout, il me semble qu'il est quand même à reconstruire. Et si on prend comme, disons, symptôme le dernier livre en date qui peut s'appeler Après la peste noire, After the Black Death, de Mark Bailey, qui est paru il y a quelques mois, qui est voilà, la suite de lecture à Oxford, il commence déjà à réévaluer au creux de la vague d'une historiographie qui a été quand même très très loin dans la relativisation des conséquences économiques et sociales, notamment du point de vue des salaires. C'est quand même assez étonnant que un livre majeur comme le livre de Robert Castel sur les mutations de la question sociale, une chronique du salariat qui commençait quand même par justement toutes ces ordonnances de 1349, 1350 en France et en Angleterre soit à ce point ignoré par les médiévistes. Et donc je me demande si effectivement, en prenant simplement voilà, comme signe avant-coureur ce livre de Mark Bailey, si au fond le retournement de conjoncture historiographique, il n'est pas devant nous, mais ça, évidemment, personne ne le décidera, on l'observera, et pour cela, voilà, à très bientôt, et merci encore de votre attention.